Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette troisième conférence du colloque Wright de cette année. Hier soir, nous avons entendu parler des matériaux sans pétrole. Aujourd'hui, ce sera un peu l'énergie sans pétrole. Notre conférencier de ce soir, c'est le professeur Andrew Holmes. Il est né à Melbourne, en Australie, qui est une ville à peu près à 750 km au sud-est d'Adelaide, ce qui le situe bien. Il a fait ses études à Melbourne. Ensuite, il est allé faire une thèse à University College London. Un très bon choix, c'était l'université de mon frère. Il a ensuite entendu les sirènes de la Suisse et a passé un stage d'une année postdoctorale à l'ETH Zurich avant de prendre un poste à Cambridge, encore mieux parce que c'est mon université, mon ancienne université, en 1971 où il est resté jusqu'en 2004. Alors, ce qui est rare chez Andrew Holmes, à part la qualité scientifique qui va de soi dans ses colloques, c'est qu'il a changé un peu d'orientation dans sa carrière et on commençait avec la chimie synthétique organique, des produits naturels. Il a, suite à plus ou moins un hasard, si j'ai bien compris, parti sur la chimie des polymères et des plastiques et en particulièrement les polymères ayant des propriétés électroniques intéressantes, où il a participé à l'invention des polymères qui émettaient la lumière, ainsi que ceux qui absorbaient. Mais ce qu'ils ont fait avec la lumière, vous saurez tout à l'heure. Donc, en 2004, le gouvernement australien s'est rendu compte qu'ils avaient laissé filer une de leurs étoiles, et il a été rappelé en Australie avec un poste très prestigieux dans son alma mater, l'université de Melbourne, en collaboration avec l'organisation fédérale de recherche. Il est toujours là, il a obtenu de nombreuses récompenses, notamment il est membre des académies de sciences de Grande-Bretagne et d'Australie. Et à la fin de ce colloque, il ira à Londres pour recevoir la médaille royale du Royal Society de Londres. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir à Genève. Je dois dire que j'ai croisé Andrew Holmes pour la première fois il y a à peu près 35 ans, même un peu plus. Mais puisque c'était l'Angleterre de l'année 70, on se croisait, on ne se parlait pas parce que personne ne nous avait présenté. Et je suis très heureux d'avoir réparé à cet oubli impardonnable et de lui laisser la parole. Thank you. Thank you very much. Let me properly. Merci. Je me présente en bonne et due forme auprès du professeur Williams. Et je vous remercie, Alan, et je vous remercie tous vos collègues ainsi que la Fondation Wright, M. Patry, la famille Wright, pour cette extraordinaire occasion. Nous sommes tous très privilégiés de pouvoir passer cette semaine à Genève. Merci beaucoup de nous permettre de passer cette semaine ici. J'espère pouvoir vous rendre un peu quelque chose de votre hospitalité en parlant science. Et comme l'a dit le professeur Williams, je vais parler de sciences organiques. Le titre exact de cet exposé figure à l'écran et vous comprendrez pourquoi à la fin de mon intervention. Évidemment, j'ai déjà appuyé sur le mauvais bouton. Je ne suis pas le premier à avoir ce problème. Bien. Lorsque nous sommes retournés en Australie, l'université de Melbourne avait construit un magnifique institut, un institut de biotechnologie, mais auquel étaient admis également quelques spécialistes de biochimie, et ça a été formidable de pouvoir collaborer avec des biologistes. Nous avons ici un atrium éclairés par des LED inorganiques. J'espère qu'un jour ils seront organiques, comme je vous l'expliquerai. Ici, vous avez une photo où nous prenons livraison d'équipements qui nous sont
apporter dans notre institut. Alors, je vais vous parler des polymères conducteurs, de l'électronique des plastiques, de luminescence et de LED polymères. J'ai déjà dit quelques mots de cela. J'évoquerai les cellules solaires, les cellules photovoltaïques et la manière dont nous pourrions les imprimer pour récolter de façon renouvelable de l'énergie. Alors, toute cette histoire commence en 1954. Avant que j'entre à l'université de Cambridge, Alan était déjà probablement un phare de l'université. La tradition voulait que l'on prenne une photo du département de chimie. Voici le département de chimie dans son ancien bâtiment à Cambridge. J'aimerais me consacrer à cet individu que l'on verra d'un peu plus près. Il est assez beau garçon, n'est-ce pas, avec une coiffure typique des années 50. Et le voici en l'an 2000. C'est lui. Cette photo a été prise en juillet 2000. La personne qui a pris cette photo était assez bien introduite auprès du comité Nobel parce que c'était lors d'une conférence sur les métaux synthétiques que ces trois individus avaient mis en place. Parce qu'en 2000, en octobre 2000, ils avaient obtenu le prix Nobel de chimie pour avoir découvert précisément les polymères conducteurs. Alan Heeger, maintenant à Santa Barbara, Alan McDiarmid à l'université de Pennsylvanie et Hideki Shirakawa, un des premiers Japonais à recevoir le prix Nobel, si je ne m'abuse. Beaucoup d'autres ont suivi par la suite. Alan McDiarmid est un Néo-Zélandais qui malheureusement est décédé récemment, mais c'était un bon ami de l'hémisphère austral, puisqu'il a fait tout son travail en Pennsylvanie, et le voici à l'université de Wollongong, présentant la médaille Nobel. Et ici, et dans toute conférence, étant donné qu'il était néo-zélandais, il dansait le haka, la danse maori néo-zélandaise traditionnelle. Et il ne fallait pas beaucoup le pousser pour l'inciter à le faire. Quelle a été leur découverte? Les plastiques, dont nous pensons tous qu'ils sont isolés. Et je vais sortir ici un câble sans essayer de détruire toute l'installation. En tout cas, je voulais vous montrer l'exemple d'un câble en plastique. Nous considérons toujours que le plastique est isolé. Excusez-moi, je n'arrive pas à en trouver un à titre d'exemple. Le voilà. Et nous estimons que nous utilisons le plastique pour nous empêcher de recevoir un choc électrique. Or, ces trois individus ont découvert que certains types de plastique, les polymères conjugués, pouvaient être rendus conducteurs, aussi conducteurs que le cuivre. Donc, ça a été un changement radical qui manifestement méritait le prix Nobel. C'est un domaine d'activité qui a connu une véritable explosion. Toutes les universités, tous les instituts ayant un département de chimie avancée se sont lancés dans ce domaine des polymères. Mais comme d'habitude, les deux premiers utilisaient des polymères qui, hélas, étaient trop instables pour pouvoir aboutir à des applications industrielles. Donc je vais parler maintenant de la phase suivante de l'utilisation des polymères conducteurs, où on s'est concentré sur les polymères semi-conducteurs plutôt que conducteurs pour étudier leurs propriétés spécifiques. Et je me concentrerai, c'est un domaine d'activité maintenant gigantesque, je vais me concentrer sur deux aspects spécifiques. Les LED organiques utilisant les polymères et les cellules photovoltaïques utilisant les polymères. Mais il y a toute une gamme d'autres applications possibles, comme on le voit sur ce transparent. C'est formidable de voir ces projections de business plan réalisées par des organisations commerciales. Ce diagramme était censé montrer l'évolution du marché des plastiques. C'est évidemment excellent pour recevoir pour une proposition de bourse. Même en 2012, on pensait que le marché des affichages électriques représentait 1 à 2 milliards et même le marché des cellules photovoltaïques serait assez considérable. Et voyez où nous devrions en être en l'an 2020. Ça, c'est l'objectif européen de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et il faudra utiliser la technologie dont nous allons parler ce soir pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est un domaine qui a le vent en poupe, qui est très prometteur, mais c'est une promesse qui n'a pas encore été tenue sur le marché, sauf pour les affichages à émission de lumière, les LED. Je vais parler du phénomène de luminescence.
C'est un petit peu technique, mais je tenais à vous expliquer le fait que la plupart des molécules organiques peuvent être excitées par la lumière. C'est cette flèche que vous voyez ici, c'est la photoexcitation par un photon. Elles peuvent être soulevées, mises dans un état électronique d'excitation et normalement, elles reviennent à l'état de base et émettent à ce moment-là de la lumière. Parfois, lorsque cette relaxation intervient, elles émettent de la chaleur, mais normalement, la photoexcitation est suivie par la libération d'un photon. C'est un phénomène que l'on appelle précisément la fluorescence. On peut également faire en sorte que les molécules organiques produisent de la fluorescence par d'autres moyens, par exemple des réactions chimiques, dans lesquelles l'énergie chimique est transférée par voie électronique pour exciter la molécule et lors de la relaxation, il y a production de luminescence. C'est ce qu'on appelle la chémiluminescence. Ed White a défini la chémiluminescence comme étant la production de lumière dépassant l'irradiation blackbody par une réaction chimique. Donc, d'une certaine façon, la chémiluminescence excite la molécule et la fluorescence, c'est la relaxation de cette molécule. À Genève, j'ai eu le privilège d'être présenté à M. Rolf Ulbricht qui va m'aider à faire une démonstration de chémiluminescence dans une expérience réelle. Mais je vais vous expliquer tout d'abord ce qui va se passer. C'est une molécule très célèbre en chémiluminescence qui est utilisée en biologie comme un échantillon parce que si vous pouvez étudier le comportement de la luminescence dans un organisme, vous pourrez également savoir quels sont les autres éléments de l'environnement qui peuvent modifier les conditions de la luminescence. Donc, on peut examiner le matériau en fonction de ces changements sur le plan de la luminescence. Donc, le luminol, c'est la molécule qui nous intéresse. Si vous n'êtes pas un chimiste, vous pouvez fermer les oreilles quelques instants. Si vous êtes chimiste, je vous dirais que le lumium réagit en présence d'hydroxyde de sodium dans l'eau pour donner un ion qui peut être oxydé avec du peroxyde d'hydrogène et du ferricyanure de potassium. Donc il y a oxydation de la molécule et ces liaisons NN vont être transformées en N3 qui est vraiment explosif. Donc nous allons donner de l'azote et laisser ces ions, ces anions carboxyliques produire une énergie d'excitation qui provoque la fluorescence par le biais de l'énergie provoquée par la réaction chimique et donne une lumière à une longueur d'onde de 424 nanomètres, ce qui est plutôt vert bleuté. C'est donc une chémiluminescence dont la réaction va aboutir à une lumière bleuâtre. Donc je vais me transformer maintenant en un agent de laboratoire. Heureusement, il y a un véritable chimiste à côté de moi. Donc si je fais une erreur, il va s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Nous avons fait la démonstration aux élèves des écoles cet après-midi et donc nous savons qu'un bon chimiste doit toujours se protéger. Nous nous protégeons avec des blouses, avec des gants, avec des lunettes. Et lorsque nous serons prêts, il faudra fermer ou abaisser la lumière pour que ça soit totalement noir dans la salle. Je vous avertis dès à présent, mais la réaction lumineuse devrait être suffisamment puissante pour que l'on voit cette lumière. Donc il faut que je mette d'abord mes petits gants. Ils ont été faits pour des enfants, j'ai l'impression, je n'arrive pas à rentrer dedans. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Et mes lunettes de sécurité commencent à se fissurer. C'est un des problèmes du plastique, mais au moins ça me permet de voir. Alors on va peut-être se mettre vers le milieu de la salle, ce sera plus clair. Ici c'est bon? Est-ce que tout le monde peut voir le plateau? Parce que c'est ça ce qu'il faut suivre. Non, vous n'arrivez pas? Bon, désolé. Alors on se met encore plus au milieu. Tout au bord, et ensuite on va tomber probablement. Bien, tout a été mélangé, c'est bon. Il suffit que l'on demande maintenant de baisser la lumière et déconnecter le laptop. Merci beaucoup, le petit... Non, c'est de ce côté-là.
Alors, je saisis d'abord le flacon avant. Je ne voudrais pas verser le liquide sur le pantalon de mon acolyte. Alors, nous sommes prêts maintenant. Vous tenez l'entonnoir, c'est bon. Espérons qu'il n'y aura rien qui tombera à côté. Voilà la réaction chimique que je vous ai montrée à l'écran et qui produit cette magnifique luminescence bleutée. Une fois que tout aura été ajouté, Rolf va pouvoir bouger, agiter le récipient. Et comme je l'ai montré à l'écran, c'est une efficacité à 100%. Ça veut dire que 100% de l'énergie chimique libérée est transformée en lumière. Ça, c'est le chlorure. Bien. Je vais prendre les 2 litres. Une belle luminescence. Maintenant, il faut ajouter un petit peu de ferricyanure de potassium solide. Essayons de ne pas nous tromper. Voilà. Le solide accélère l'oxydation et donc la lumière est plus intense. Rolf a une expérience formidable qui consiste à ajouter encore un oxydant tel que de la chaux. Et nous avons une petite pratique avec nous sommes un petit peu entraînés avec les élèves des écoles. Ça, c'est un oxydant beaucoup plus fort, donc ça va devenir très brillant et ensuite la brillance va disparaître plus rapidement. Excellent chimiste, excellent collègue, bravo à Rolf. Thank you. Thank you. And we have had Nous nous sommes bien amusés à nous entraîner. Il fait ce genre d'expérience pour les élèves des écoles au chimioscope à l'Université de Genève et ça a toujours beaucoup de succès. Merci beaucoup, Rolf. Et puis, je vous reverrai avant la fin de la semaine pour vous remercier une nouvelle fois. Alors ça, c'était de la chémiluminescence. C'est un phénomène qui a été exploité de façon très élégante par un chimiste de la société américaine Cyanamid, Dick Chandrels, qui est allé à la division de recherche d'un laboratoire connu et qui a découvert qu'il était possible d'utiliser cette technologie, je vais la montrer ici à l'écran, qu'il était possible d'utiliser cette technologie à l'intérieur d'une réaction chimique. Voici la chémiluminescence de matériaux que l'on appelle le Sialum, c'est un nom des marques déposées, ou le Micalite. Vous connaissez sans doute ces noms-là. C'est une invention formidable parce qu'il n'y a pas énormément de sources de lumière qui soient véritablement sûres. Évidemment, les piles sont dans cette catégorie. Lorsque j'étais à Southern Dogs en 1994, il y a eu un tremblement de terre extraordinaire en Californie, coupure de courant à l'hôtel, et beaucoup de gens circulaient et utilisaient leur laptop comme source de lumière. Bon, je voulais vous faire une démonstration de ce petit bâtonnet de lumière. Il y a un matériau fluorescent à l'intérieur, et la réaction chimique commence par un ester d'oxalate oxydé avec du peroxyde d'hydrogène qui permet de lier ces 2 molécules d'oxygène et donne cet anneau extrêmement énergique, comme toujours dans les petits anneaux en chimie. Et si vous voyez ça de près, il s'agit de 2 molécules de dioxyde de carbone liées l'une à l'autre. Donc passer de 2 à 1 molécule de CO2 libère beaucoup d'énergie. C'est de l'énergie d'excitation qui excite de façon électronique une molécule fluorescente qui est ensuite excitée. Voilà comment cela fonctionne. Et je vais me préparer à nouveau à faire baisser la lumière pour vous faire la démonstration. Je commencerai ici cette fois. Voici une source de lumière. Là encore, il me faut mes lunettes de sécurité. Je ne vais pas vous... Voilà, le petit bâtonnet avec la lumière fluorescente. Je vous en fais la démonstration en projetant une source de lumière sur ce bâtonnet luminescent.
la teinture rouge émet de la fluorescence par photoexcitation. C'est ce qu'on appelle la photoluminescence, excitation électronique par photostimulation. Laissez encore la lumière baisser, s'il vous plaît. Je vais vous en faire une démonstration identique avec un bâtonnet de lumière bleue. Donc, vous voyez, c'est pratiquement transparent en état normal, mais si je l'irradie avec de la lumière ultraviolette, la fluorescence sera bleutée. Vous voyez, c'est une fluorescence bleue très forte. Et d'ailleurs, le blanc de cette chemise blanche est devenu bleu. Maintenant, on peut me redonner la lumière. Merci. Vous ne serez donc surpris. D'ailleurs, pour le vert, il y a aussi un petit bâtonnet vert qui émet de la fluorescence bleue. Donc, les couleurs primaires du spectre visible, rouge, vert et bleu, sont donc couvertes. Je vais les faire passer pour que vous voyez un petit peu, que vous les rameniez chez vous ou que vous en fassiez part à votre famille. Voici un petit bâtonnet rouge, voici un bâtonnet bleu. La réaction chimique intervient. Il faudrait que vous m'aidiez. On va vous distribuer quelques-uns de ces petits bâtonnets. Voici quelques les bleus. Je vais distribuer les rouges et les verts au hasard dans le public. Et vous pourrez les faire circuler autour de vous. Laquelle voudrais-tu? Le bleu. Et voilà, les trois. Pourquoi pas? Puisque tu es une vedette, je te donne les trois. Voilà, je vous fais passer ces petits bâtonnets. Il m'en manque, évidemment. Je vous demande de bien vouloir les montrer à vos voisins. Merci beaucoup et Rolf s'occupe du reste. Ces petits bâtonnets durent à peu près 24 heures. Mais si vous les mettez au réfrigérateur, ça durera beaucoup plus longtemps. Donc, un de mes rôles dans cet après-midi de rencontre avec les élèves des écoles était d'expliquer pourquoi. Et maintenant, on peut rendre la lumière. Merci beaucoup. Vous arrivez à voir quand même l'écran? Parfait. Je vais donc passer maintenant de la chimiluminescence à l'électroluminescence et vais vous parler de la découverte des polymères émettant de la lumière, les LED. On peut le faire avec des petites molécules, des films de molécules ou des plastiques. C'est une découverte qui a été effectuée dans les laboratoires à Cambridge, au département de physique en réalité, dans une collaboration entre notre groupe et les physiciens de Cambridge. Il s'agit là d'une des toutes premières collaborations entre la physique et la chimie. Aujourd'hui, c'est tout à fait courant, mais ça ne l'était pas à l'époque. Cette découverte a été faite par Jeremy Burroughs, le chercheur qui a fait l'expérience, qui a pris un petit film de polymères conjugués. Polymères conjugués, ça veut dire polyinsaturés. Simple, une liaison simple, double, simple, double, simple, double, etc. Il y a moins d'hydrogène dans la molécule que ce qui serait nécessaire pour rendre cette molécule saturée. C'est ce qu'on appelle un polymère conjugué. Répété, une unité répétée jusqu'à 15 fois ou plus. C'est donc un polymère fluorescent dont la fluorescence est émise dans le verre. Donc il y a une fine couche de ce polymère qui est déposée sur du verre, sur lequel figure un oxyde d'étain et d'indium. Le film de polymère par-dessus et au sommet un bon électrode négatif tel que l'aluminium, le magnésium ou le calcium. Tout ceci est connecté à une batterie. Sur le bleu ici, on trouve l'électrode d'argent ou de magnésium connecté au terminal négatif de la batterie et l'oxyde d'indium est connecté au pôle positif de la batterie et le polymère émet de la lumière verte puisque c'est un polymère à fluorescence verte. Voici les principes qui sont en jeu. Je vous ai déjà expliqué la photoluminescence lorsque nous excitons ou photoexcitons un électron qui passe de ce niveau le plus occupé au niveau le moins inoccupé. Nous le photoexcitons. Voici cette photoexcitation, si vous voulez. Nous donnons un coup de pied à l'électron pour qu'il passe au premier étage. Ça, c'est l'état excité. Et lors de la relaxation, il y a production d'un photon. Et dans le cas du
du matériau que vous avez vu préalablement, c'est de la lumière verte. Eh bien, c'est comme un sandwich de plastique. À l'intérieur, il y a le polymère et les électrodes qui y sont connectés. Reliés à la batterie, nous passons au premier niveau qui donne un anion radical. Et le contact avec le terminal positif, c'est là où il y a un électron qui est prélevé avec un cation radical. Et dans ce film, entre les deux, les charges se rencontrent, finissent par se rencontrer, se tuent mutuellement et passent à l'état excité, ce qui provoque ce photon de lumière. Donc le film est incité à produire une fluorescence par cette injection électrique. Voici un autre diagramme qui explique la même chose avec la même configuration. Un contact positif transparent, l'anode, le film au milieu, le contact négatif en haut, les charges négatives venant d'en haut, les positives montées par en bas. Lorsqu'elles se rencontrent, il y a production d'une excitation et d'un photon. Voilà l'électroluminescence, la fluorescence provoquée par une injection à double charge. C'est ce qui a été réalisé au début des années 90 à Cambridge. Et nous en étions évidemment les seuls dépositaires. Personne d'autre n'en avait jamais entendu parler. Nous avons eu à peu près une année pour nous, pour découvrir, pour faire ces découvertes, les breveter et travailler dans le plus grand secret, alors que personne d'autre n'était informé. Dans les années suivantes, nous avons réalisé un PPV, un polymère à émission verte. Nous avons pu régler la lumière en effectuant un polymère bloqué, une combinaison statistique de 2 polymères ou plus. La lumière que l'on obtient, c'est la moyenne des longueurs d'onde qui seraient généralement émises par chacun des blocs individuels. Donc la combinaison des 2 blocs pondérés contrôle l'émission. Et ça, c'est la technologie qui a permis de régler la longueur d'onde de l'émission lumineuse, une contribution très importante des chimistes dans ce domaine. Nous avons également réalisé des polymères à haute affinité d'électrons, et puis ce qu'on appelle le Graal, le Saint Graal des polymères, la lumière bleue à plus forte énergie, qui est donc la plus difficile à obtenir, parce qu'il y a un fossé énergétique important à combler, puisque la lumière produite est bleue. Il faut donc davantage de charge. Ceux qui avaient obtenu les petits bâtonnets voyaient que la lumière verte est beaucoup plus visible, parce que l'œil perçoit beaucoup mieux la lumière verte que la lumière bleue. Mais enfin, nous avons fini par obtenir les lumières vertes, rouges et bleues. Et comme je vous l'ai expliqué, comme je l'ai déjà dit aujourd'hui aux élèves des écoles, si vous avez le vert, le rouge et le bleu, vous avez le potentiel de réaliser toutes les couleurs possibles et imaginables, et donc les téléviseurs couleurs. Nous avons noué un partenariat. Le polyfluorène est devenu un travail considérable, un point essentiel de notre travail, puisqu'il a été possible d'utiliser ce matériau comme matériau de base dans notre technologie. Nous avons réalisé un partenariat avec Seco Epson, même en Suisse, on connaît Seco en raison de la chronographie, et c'est la partie plutôt de Epson qui s'occupe de l'impression à jet d'encre qui nous a intéressés parce que c'est l'impression qui nous intéressait. Prenez le téléviseur couleur avec les lentilles, vous voyez les petits pixels, les petits points rouges, verts et bleus. L'œil, évidemment, ne les perçoit plus lorsqu'il est à distance de l'écran. L'œil reconstitue des images colorées. Donc, nous nous sommes dit, si on pouvait imprimer un téléviseur couleur en imprimant des polymères rouges dans un pixel, des verts au pixel suivant et des bleus au 3e pixel. Et avec Epson, c'est ce que nous avons pu réaliser dans les années 2004 à peu près. Epson a réalisé un téléviseur de 40 pouces, 90 cm de diagonale, entièrement couleur, à écran plat, avec impression à jet d'encre, grâce aux ces polymères. 1, 2, 3, 4 zones identiques. C'est ce qu'on appelle le fractionnement en plaques. Et tout ceci semblait extrêmement prometteur. Mais, d'une part, le marché possède une technologie existante, c'est celle des écrans des laptops, les cristaux liquides, et de nouvelles technologies apparaissaient également à l'époque, le plasma. Donc celle-ci a dû entrer en concurrence avec les 2 autres. En outre,
l'émission de lumière peut être obtenue à partir de petites molécules par évaporation d'un petit film de molécules et ça donne la même technologie. C'est cette technologie-là qui a fini par percer sur le marché. Néanmoins, c'est une technologie qui reste très prometteuse et très porteuse. Nous avons donc mis en place un partenariat avec Philips qui a mis un petit film de polymère pour vous dire à l'écran, par exemple, que vous avez un nouveau message à l'intérieur, il reste des cristaux liquides. Avec les dispositifs à molécules, il y a eu Pioneer qui s'est lancé. Le professeur Kido m'a donné cette autoradio. Le professeur Kido est à Yamagata où Pioneer a son principal site de fabrication. Et cette autoradio coûte 600 000 $ parce que c'est très difficile à obtenir le vert et le bleu. Comme le professeur Aida peut le confirmer, les Japonais réussissent très souvent à introduire des nouvelles technologies sur le marché en intéressant les gens, même lorsque la technologie est assez coûteuse. Sony et Sanyo ont également réalisé des petits afficheurs ou des petits écrans, et Motorola également. Puis Sony a produit un téléviseur à écran plat, ça c'était il y a à peu près 3 ou 4 ans si je ne m'abuse. Il s'agit là d'un petit téléviseur de 10 pouces de diamètre et le prix en Californie c'est 2500 $, donc c'est assez onéreux pour un écran plat. Mais vous voyez à quel point il est plat. Et puis la grande percée est arrivée à Las Vegas lors de la foire électronique en janvier de cette année. La foire Consumer Electronics, où 2 sociétés ont produit des téléviseurs de 55 pouces avec des polymères organiques. Et vous voyez que c'est tout à fait spectaculaire. Vous voyez à quel point c'est plat, vous voyez à quel point les couleurs sont contrastées et brillantes. Celui-ci a été réalisé par Samsung, l'autre a été réalisé par LG, Lucky Gold Star, disait-on autrefois. Et maintenant, ils vendent des téléviseurs. Et c'est celui-ci qui a été primé. Cette technologie de Samsung, si vous avez un téléviseur Android, ou plutôt un Android Samsung, c'est ce genre d'affichage à petites molécules et non pas à polymères qui est utilisé actuellement sur le marché. Alors, les polymères ont peut-être un avantage sur la lumière blanche. Voici un affichage avec lequel on peut réaliser des images tout à fait intéressantes par l'arrangement des panneaux. Ça, c'est avec des petites molécules et ça, c'est avec les polymères. Les spécialistes des polymères pensent que c'est meilleur avec les polymères, mais en fait, ça n'est pas encore sur le marché. Vous pouvez imaginer des technologies où tout le mur émettrait de la lumière et vous pourriez changer la couleur en réglant les matériaux selon ceux que vous voudriez qu'ils émettent la lumière. Bon, je pensais avoir terminé, ou plutôt je pensais qu'il serait bon de terminer cette partie sur les polymères en vous projetant un film qui est une combinaison de plusieurs autres films déjà existants. Ça commence avec un film très célèbre qui s'appelle Le Lauréat. En 1967, il y a bien des gens dans la salle qui n'étaient pas nés, c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui obtient son diplôme de l'université aux États-Unis. Il s'appelle Ben Braddock. Et Ben rentre à la maison, c'est un nouveau lauréat, un jeune diplômé de l'université, et sa famille organise une célébration pour l'accueillir. Et il rencontre à ce moment-là M. McGuire qui lui donne quelques conseils pour la suite de sa carrière. La musique est une musique de Simon & Garfunkel. Et ensuite, on passe à une émission de télévision réalisée par une chaîne australienne qui est venue à Cambridge il y a une vingtaine d'années pour filmer notre travail. Et enfin, on termine avec un clip de la BBC réalisé déjà il y a 20 ans qui montre l'avenir de cette technologie LED. Donc je vais vous projeter maintenant cette vidéo et je suis très reconnaissant au professeur McKinnon de m'avoir expliqué comment avoir introduit ce film dans la dernière version de PowerPoint. Merci beaucoup. J'espère que la lumière est suffisamment bonne et qu'on pourra suivre. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. What are you going to do now? I was going to go upstairs for a minute. Oh, I meant with your future, your life. Well, that's a little hard to say. Failed. Ben, excuse me. I have no idea why. La cata, et je ne sais pas pourquoi. Mirroring. Thank you.
On s'est bien amusé à régler tout ça. Il y a un collègue. Alors, on va essayer de déconnecter ce mirroring et puis on verra bien si ça nous sort de la catastrophe. Ma femme, qui est professeure, dit que comme ça, je sais, je peux me mettre dans la peau d'un professeur quand les choses se passent mal. Je sais comment on se sent. Mirror displays. Thank you, Rod. Saved my day. I don't know what the display is going to look like now, but we'll live with that. Try again. Et on réessaye maintenant. Hello, darkness, my old friend. Well, I've something's come to going talk on, with you again. and Because a I have no vision idea. softly What are you going to do now? We're going to have to skip that. Bon, on va être obligé de sauter cet extrait et passer à la partie suivante de mon intervention. Je voulais juste vous dire ce que M. Maguire a dit à Ben. Il dit à Ben, je vais te donner un bon conseil pour ta carrière. Oui, dit M. Maguire, dit Ben. Et M. Maguire lui dit, le plastique. Et Ben lui dit, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Et il répond, il y a un avenir formidable dans le plastique. C'est une vidéo, le reste de la vidéo vous parle de la découverte des LED. Tant pis, et peut-être cela sera possible de vous projeter ça plus tard. Quoi qu'il en soit, si l'énergie électrique peut être mise à l'intérieur des polymères pour en obtenir de la lumière, peut-être que l'on pourrait faire exactement l'inverse. Ce serait logique de le penser, c'est-à-dire mettre de la lumière à l'intérieur d'un plastique et obtenir de l'électricité à la sortie. C'est une idée qui nous a vraiment fascinés. Nous avons décidé de plancher là-dessus lors de mon retour en Australie. Quelle est la demande énergétique mondiale? Vous connaissez sans doute la situation aussi bien que moi. La demande énergétique mondiale en térawatts, c'est-à-dire des millions de watts, est de l'ordre de, ou était de l'ordre de 13,5 térawatts en 2001. Sur le plan de l'électricité, je ne m'abuse, et on la prévoyait à 27 térawatts en 2050. Comment et de quoi allons-nous tirer cette énergie si nous pensons que les combustibles fossiles sont source de CO2? Des analystes de McKinsey ont estimé qu'au moins 10 régions du monde, y compris l'Australie, devraient être en mesure de réaliser l'électricité à partir de sources solaires à un coût compétitif par rapport à l'obtention de l'électricité à partir d'autres sources. Et c'est certainement vrai avec les meilleures cellules en silicium. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert dans les statistiques de sources d'électricité en Suisse? Selon ces deux sites web, la Suisse génère 54% de sa capacité énergétique à partir de sources hydroélectriques, l'eau et les barrages, et 41% de l'énergie nucléaire. Donc très peu des combustibles fossiles en réalité. Voici cette statistique telle que figurant sur ce site web. Vous voyez, le nucléaire représente 40%, les centrales au fil de l'eau 23%, les centrales à accumulation 30%, et seulement une petite quantité, c'est à peu près 6% seulement, venant de centrales thermiques, probablement au charbon. Mais le gouvernement suisse s'est encore engagé à diminuer la part du nucléaire, de sorte qu'il y a là aussi pour votre pays un défi à relever. Comment trouver de l'énergie, soit en l'achetant dans un autre pays, soit en recourant à des sources d'énergie durables. Voici la carte produite par la NASA présentant l'intensité de la lumière solaire tombant sur la surface de la Terre. Et plus la couleur est foncée, et plus la lumière solaire est importante. Vous voyez que l'Australie, même là où je vis, à Victoria, au bas de la carte, la couleur est plus marron qu'en Allemagne, alors que l'Allemagne a investi beaucoup d'argent dans l'énergie solaire à base de silicium. Donc, c'est une bonne idée, je pense, de faire de la recherche sur l'énergie solaire, et l'Australie s'en sort pas mal pour ce qui est de la recherche sur l'énergie d'origine solaire, et tous ceux qui ont travaillé avec le professeur de Martin Green à l'Université des Nouvelles-Galles du Sud sont revenus en Chine et ont vendu cette technologie
de cellules solaires à partir de silicium. Donc Nathan Lewis à Caltech nous dit que si on avait une génération photovoltaïque à 10%, donc 10% de l'énergie solaire transformée en électricité, ce qui est facile avec le silicium. Donc une région ici en Australie qui est détenue surtout par les aborigènes, donc on ne peut pas l'utiliser sans leur autorisation, 100 par 100 km, c'est assez grand. Enfin, on peut imaginer conduire dans cette région. Donc, une région de cette taille pourrait donner suffisamment d'électricité pour les États-Unis d'Amérique. Donc, si on en place 6 dans des endroits bien choisis, et naturellement, l'Europe profiterait de la proximité de l'Afrique, et donc on pourrait atteindre les chiffres évoqués auparavant pour satisfaire la demande énergétique. Donc c'est faisable. Voici un dessin des journaux australiens. On s'inquiète des combustibles fossiles. En fait, on devrait penser à la source d'énergie solaire. Donc on a créé un consortium en Victoria, l'État de Victoria. Donc il y a l'université de Melbourne et de Monash et le laboratoire de recherche fédéral. Donc c'est un institut de recherche industrielle. C'est un laboratoire de recherche national qui compte 6000 employés qui travaillent dans toutes les disciplines scientifiques, des sciences fondamentales à l'océanographie et les sciences biologiques, les sciences arctiques et nos partenaires industriels. Donc, la société qui fait des toits en zinc, Bosch, en Asie du Sud-Est. Ils font des cellules solaires en silicium. Et ils ont également une start-up en Allemagne avec des cellules solaires organiques. Ici, cette société-là, à gauche, je vais vous montrer de l'argent australien, des billets de banque qui sont faits de plastique, on ne peut pas les déchirer. On ne peut pas les photocopier parce qu'il y a des hologrammes et des guichets transparents avec toutes sortes de dispositifs de protection électronique et on ne peut pas le détruire, ce billet de banque australien. Alors je montrais aux interprètes la faiblesse de l'argent suisse. Je suis désolée, j'ai pratiquement déchiré le billet. Je ne voulais pas le faire, mais voilà ce qui s'est passé quand je m'étais rendue en Chine en avril. Le billet de banque a été déchiré en deux et le public chinois a été absolument outré. Donc voilà, ils impriment ces billets de banque, c'est du plastique. Et c'est un système qui a été repris dans une trentaine de pays dans le monde. Ça n'a pas été repris dans les pays européens ou aux États-Unis d'Amérique, mais ça va se faire en Canada et pas mal de pays d'Amérique du Sud et de pays d'Asie du Sud-Est. Donc ils savent imprimer sur le plastique et ça a été financé par le gouvernement australien et par le gouvernement de l'État du Victoria. Et donc, nous, on a pratiquement 50 millions de dollars australiens pour ce genre de choses. Et donc, on s'intéresse à la synthèse, à la fabrication des dispositifs, à l'impression et à l'encapsulage pour éviter que le tout ne se dégrade. Rappelez-vous ce cliché sur la luminescence. Je vous ai dit que quand il y a photoexcitation d'une molécule organique, elle souhaite se détendre en développant cette luminescence. Donc, on fait cela avec une cellule solaire. Lorsqu'il y a photoexcitation, il y a une séparation des charges et les molécules organiques n'aiment pas ce genre de choses. Elles préfèrent s'éclairer ou dégager de la lumière. Donc, la nature a réglé le problème avec des récepteurs, mais il n'y a pas de génération de charges positives et négatives. Il y a une oxydation de l'eau en oxygène et cela réduit le CO2 et cela forme des hydrates de carbone. Donc, grâce à une astuce, parce qu'il y a une séparation dans l'espace de la cascade, donc on peut extraire la charge.
Et c'est l'astuce qu'il faut reproduire avec les cellules solaires organiques. Alors comment on procède? On crée une cellule solaire en vrac avec une hétérojonction, donc deux différents matériaux interviennent et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer ce que fait cette cellule solaire avec une couche de plastique, le même plastique qu'on utilise pour transporter de l'eau minérale. C'est une bouteille en PET, coûte très peu, enduit d'un oxyde de fer blanc et d'indium. Ensuite, on a l'oxyde d'indium et de fer blanc. Donc ensuite, le polymère de conduction. Ensuite, on a un mélange de polythiophène. Et ça, c'est le site donateur et la fullerène qui est le site accepteur. Et puis, vous avez le contact pour dégager l'électricité. Donc, les efficacités des cellules solaires sont mesurées par cette équation. Donc, vous avez le court-circuit, le voltage du circuit ouvert et le facteur de remplissage, qui est la véritable puissance relative à la puissance théorique produite par la cellule. Voilà. Donc, voici l'hétérojonction en vrac. Donc, on a l'électrode donatrice et l'électrode acceptante. Et cette surface doit être aussi large que possible entre les deux sites parce que la photoexcitation du côté donateur doit susciter un état excité qui doit se déplacer vers cette interface où les charges sont séparées du côté donateur et accepteur à 10 nanomètres, sinon il y aura dégagement de chaleur ou de lumière. Donc on veut le meilleur mélange possible et on pense que c'est ce réseau interpénétrant alternant de donateurs et d'accepteurs serait le meilleur. Ça se fait dans le laboratoire et la société Mitsubishi au Japon y est arrivée. Donc les meilleurs résultats, c'est un mélange de polymères avec un dérivé de fullerène soluble, donc la taille d'un timbre-poste, et vous obtenez une efficacité de 8 à 10%, et avec les pH T, on obtient une efficacité de 5%, et puis avec une société allemande qui s'appelle Eliatech, ils ont créé une cellule tandem et là ils obtiennent une efficacité de 10% à peu près. Donc voilà, nous avons utilisé des molécules, je ne vais pas en parler, ce sont des HBC, ça c'est le matériau donateur parce qu'ils peuvent s'empiler et le professeur Aïda nous a expliqué comment on peut empiler ces molécules. Donc mieux c'est empilé, mieux c'est arrangé, mieux c'est ordonné, le mieux on obtient d'électricité. Donc il vous faut bien organiser votre matériau et la fullerène doit également bien être organisée. Et nous travaillons en collaboration avec Peter Boyle et à Ulm et il nous a aidé à décorer ces polymères un petit peu comme des dendrimères et le professeur Boerley aime bien la bière de Foster's et ça c'est un bateau de sauvetage et donc ils se sont retrouvés avec le professeur Ramakrishnan et avant on devait en fait sauver les gens en ramant très vite. Maintenant ça se va plus simplement parce qu'on a des bateaux à moteur. Alors, si on veut imprimer, on a besoin de grandes quantités. On les crée, ces grandes quantités, avec une chimie à flux continu. C'est ce qu'on appelle un vapotech, donc tech à vapeur. Donc, on crée ces fullerènes qu'on utilise. Ça, c'est PCBM, une autre fullerène. Et on les crée en flux continu. Voici les résultats. Donc, si ça se passe en flux, en 100 minutes, on réalise les mêmes quantités qu'on obtient en 22 heures par lot avec les mêmes rendements. Donc, en jour, on peut obtenir 15 grammes de ce matériau et ça nous permet d'imprimer
1500 mètres carrés de cellules solaires. Donc on peut en faire suffisamment pour imprimer. Voici notre presse. C'est une imprimante qui est... Je vais vous montrer le film qu'on obtient. Donc ça, c'est la thalate avec l'oxyde de fer blanc et d'indium. Et vous voyez les fullérenes imprimées sur cette imprimante. Donc ça, c'est une cellule solaire. On va rajouter une électrode par-dessus et ce sera bon. Donc voilà comment on les imprime, ces cellules solaires. Je vais ensuite vous montrer autre chose. Donc ça, c'est le film, la pellicule que je vous ai montrée auparavant, la pellicule de polymère imprimé. On a besoin encore d'une couche d'électrodes pour fabriquer une cellule solaire. On peut imprimer cela, et puis avec les fullérenes, on peut imprimer 1500 mètres carrés. Donc on a imprimé d'abord avec une imprimante rotative. Ensuite, on a utilisé cette imprimante mi-labo. C'est là où on imprime l'argent australien. On ne peut pas se rapprocher davantage pour voir la technologie. Là, on peut imprimer à 300 mètres par minute. C'est très rapide. Et ça, c'est un dépôt par dispersion. Un autre film pour vous montrer comment ça marche. Voici les cellules solaires imprimées, la pellicule que vous avez montrée auparavant. Donc, on est à 8-10%. Un concurrent imprime à 4%. On n'y est pas encore arrivé, mais on imprime. Et je vous ai montré des cellules solaires qu'on n'utilise plus. Vous voyez, c'est tout à fait flexible, souple. Donc, le module type 10 cm par 10 cm qui marche assez bien. Et je vais vous montrer comment ça marche avec ce dispositif. Mais avant de le faire, je vais vous parler de Konarka, qui ont mis des cellules solaires sur un abribus à San Francisco. Donc, ils utilisent la cellule solaire pour éclairer l'abribus et pour vous donner l'heure. Donc, vous voyez les cellules solaires. C'est au coin de la rue Geary à Arduelles, si vous connaissez San Francisco. Avant de terminer, je vais vous montrer comment ça marche, ces cellules solaires imprimées. Donc, vous allez voir... Voilà, il faut l'inverser, puis ensuite il faut revenir. Donc, au lieu d'amener le soleil avec moi, j'ai une source de lumière assez puissante. Voici, donc ce module marche encore, donc complètement imprimé, tout a été imprimé. Et j'ai simplement besoin de brancher la lumière. Et voilà, c'est parti. Donc, cette cellule solaire à Oxford en février fonctionnait malgré le peu de soleil. Donc, ils sont beaucoup plus efficaces, ces cellules solaires organiques, lorsqu'il y a très peu de lumière, avec une lumière blanche. Donc, ça marche très bien avec cette source de lumière assez puissante, assez blanche. Alors, j'en reviens à mes vidéos. J'espère que la dernière va marcher. Donc voilà, on revient à l'ordinateur, s'il vous plaît, monsieur le technicien. Avant de vous passer le film avec ces cellules solaires imprimées, je vous résume ce que je vous ai présenté. J'ai parlé de polymères conjugués, des polymères émetteurs de lumière, les cellules solaires imprimées. Et vous savez, on doit beaucoup à la chance. Toutes ces découvertes doivent beaucoup à la chance. Et j'ai également dit que c'est important de travailler en équipe pluridisciplinaire. Et en tant que chimiste, je dois dire que c'est une science très importante au cœur de tout ce qui se fait. J'en veux pour preuve les prix Nobel de chimie qui ont travaillé à des interfaces avec la biologie. Et c'est à l'école qu'on est inspiré pour devenir un scientifique par la suite. Et je remercie encore les enseignants pour leur enthousiasme. Alors, j'espère que ça va marcher. Je suis assez nerveux. On va voir un petit peu comment on crée ces cellules solaires, ces cellules photovoltaïques. Et vous allez voir ce que cela donne dans l'état du Victoria. Voilà.
une fois encore, je me suis fait piéger par la technologie qui n'est pas en train de traduire le film. Bon, ça sera assez compliqué de trafiquer l'ordinateur. Alors voilà. Logical choice then to use solar I energy can play the rather than movies any as separate movies, and that might be the best way, but I think the time is too late, and it might be better to keep them at the end for anyone who particularly wants to see them, rather than try and do it now. So, Je vais vous laisser, en terminant sur les remerciements, à tous ceux qui ont travaillé avec nous en Australie, nos collaborateurs dans différentes régions du monde. Et on a eu beaucoup de chance puisqu'on a affaire à beaucoup de partenaires internationaux. Et voici le groupe de recherche, l'Institut Bio 21 à Melbourne. Donc, merci beaucoup de votre patience. Thank you, Andrew. Merci Andrew, c'était une source d'illumination, votre exposé. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions, alors rédigez-les sur les petits bouts de papier qui ont été mis à votre attention. Ces bouts de papier seront rassemblés et n'hésitez pas à poser des questions non seulement sur l'exposé ce soir, mais aussi sur la biotechnologie, sur les matériaux, sur tous les autres sujets auxquels les membres du panel peuvent ou sont susceptibles de pouvoir répondre. Just a few questions. Il y a quelques questions. Et la microélectronique, est-ce que les polymères ou les graphènes remplaceront le silicium un jour? Je répète la question. Et les microélectroniques, est-ce que les polymères ou le graphène remplaceront le silicium un jour? Eh bien, l'électronique organique se retrouvera dans de nombreuses applications, les nanotechnologies dont le professeur Lee nous parlera demain aussi, mais plus spécifiquement, le graphène pourrait être la solution pour remplacer l'oxyde d'étain et d'indium. L'indium est un métal très rare et il est en train de disparaître. Donc si on pouvait remplacer l'indium par le graphène, ce serait une avancée considérable. Il y a un autre aspect des polymères conducteurs, ce qui est particulièrement fascinant pour l'avenir. Ce n'est pas notre travail, mais c'est le travail de personnes telles que le professeur Gordon Wallace à l'université de Wollongong en Australie, qui utilisent les polymères conducteurs pour faire des jonctions avec les nerfs. Il y a beaucoup par exemple, les implants cochléaires utilisent ces polymères pour établir les connexions avec les nerfs auditifs. Et ça, c'est une percée tout à fait fascinante. Deux questions. Je commence par la première. Dans combien de temps verrons-nous la photosynthèse artificielle? Est-ce que nous comprenons la photosynthèse tout court? Écoutez, moi, je ne la comprends pas en tout cas, pas du tout. Mais je vois des gens qui essayent de réaliser la photosynthèse artificielle et qui répliquent la nature pour produire des hydrates de carbone. Et d'après moi j'aimerais bien connaître l'avis de mes collègues en la matière, la chose la plus utile que nous ayons réalisée en tirant des enseignements de la photosynthèse, c'est la porphyrine, la structure générique de ces pigments récolteurs de lumière. En fait, les cellules solaires Mitsubishi utilisent énormément de porphyrine comme une sorte d'élément conducteur de la lumière avec une productivité de 10%. Mais je laisse mes collègues s'exprimer sur le sujet. Je pourrais peut-être faire une remarque parce que c'est un peu dans mon domaine d'activité. Nous comprenons assez bien la photosynthèse, mais nous n'arrivons pas à l'imiter. Il faut cependant se souvenir que la nature a mis 2,5 milliards d'années pour réaliser la photosynthèse naturellement. Donc on pourrait peut-être demander un mois de répit. Autre question, peut-être pour tous les intervenants. La collaboration entre la biochimie et la physique, à quoi va-t-elle ressembler selon vous? Qu'est-ce que les physiciens devraient faire de plus, d'après vous? C'est probablement une question pour Vinky, je ne sais pas. Enfin, vous êtes physicien après tout, alors. Oui, je pourrais peut-être parler en tant qu'ex-physicien, parce qu'aucun physicien aujourd'hui n'estime que je fais partie de cette catégorie. Les physiciens
ont de très grandes compétences. Ils comprennent des concepts fondamentaux à un niveau de compétences mathématiques extrêmement élevé et en plus, ils ont des compétences d'instrumentation considérables. Nous en avons vu justement un exemple lorsque nous sommes allés au CERN aujourd'hui. Ce qui manque aux physiciens très souvent, c'est l'humilité. Les physiciens ont le sentiment d'être vraiment au sommet de la pyramide et aiment bien pontifier et enseigner aux autres. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de physiciens qui se sont rendus dans le domaine de la biologie et n'ont absolument rien fait d'utile. D'autres physiciens, Max Delbruck est un exemple classique, un physicien de tout premier ordre qui s'est intéressé à la biologie. Mais d'autres, tels que Francis Crick, étaient peut-être pas des physiciens de premier plan, mais ont appris la biologie et sont devenus des biologistes de tout premier plan en comprenant les problèmes de fond. Ce sont eux qui ont fait finalement du très bon travail. Il faut un certain degré de compréhension, me semble-t-il. Les problèmes n'ont pas tous les mêmes échelles. Du fait que votre recherche scientifique est plus fondamentale, ça ne signifie pas nécessairement que vous compreniez les choses existant dans des systèmes plus complexes. Il faut donc plutôt avoir un respect mutuel les uns pour les autres. Et quand c'est le cas, ou si c'était le cas, il pourrait y avoir des collaborations exceptionnelles. J'ai travaillé pendant de nombreuses années au laboratoire de Brookhaven, dominé par les physiciens des hautes énergies, et je dois dire qu'il y avait très peu de dialogue, très peu d'interaction avec moi pendant les 15 années que j'ai passées là-bas. J'ajoute à cela que bon nombre des divisions traditionnelles entre disciplines scientifiques sont en train de devenir de plus en plus floues de nos jours. Les problèmes que nous rencontrons dans la science aujourd'hui sont par nature beaucoup plus interdisciplinaires. Bon nombre de questions de biologie, nécessitent un arrière-plan quantitatif pour pouvoir être résolues. Les distinctions deviennent floues. Ce que je veux dire, c'est que les lignes de démarcation traditionnelles ne sont tout simplement plus valables pour certains domaines scientifiques. Quelqu'un pose une autre question à propos des cellules photovoltaïques, les cellules solaires. Quel est le rendement relatif par rapport au silicium? Est-ce que ces rendements sont similaires ou très différents? Et puis les prix, qu'en est-il des prix? Question très importante, mais je ne crois pas que les meilleures cellules au silicium et les meilleures cellules solaires tout court, qui sont des cellules tandem à 2 couches, ont une efficacité de 20 à 30%. Celles que vous achetez à des fins commerciales pour des activités domestiques vont de 10 à 15% de rendement. Certaines un petit peu plus selon qu'il s'agit de silicium amorphe ou cristallin. Pour ce qui est de nos cellules imprimées, je peux vous rappeler que je peux en imprimer 1500 mètres avant que les siliciums ne commencent à fonctionner. Nous atteignons 2%. Mais notre objectif est de 10% d'ici 2020 à peu près. Vinky, vous avez une question? Oui, moi j'avais une question plus générale qui me traversait la tête à propos de l'économie. Il semblerait que les combustibles fossiles soient en train de disparaître. Évidemment, il y a un problème en plus d'émissions de CO2 avec les combustibles fossiles. Mais récemment, on a découvert d'autres sources de combustibles fossiles, par exemple le gaz de schiste. Et selon certaines prévisions, les États-Unis vont être quasiment autonomes sur le plan énergétique lorsqu'ils utilisent le gaz naturel et le gaz de schiste. Donc, et qu'en pensez-vous? Il semblerait que des gens aient tendance à être dissuadés de continuer à investir dans des technologies telles que les cellules photovoltaïques dont on a vraiment besoin à très très long terme seulement. Je suis tout à fait d'accord avec cela. J'ai dû organiser à Oxford en mars de cette année un colloque
intitulé « Est-ce que les énergies renouvelables sont à la hauteur de leurs promesses ?» Et une personne de très haut niveau au gouvernement a dit que le seul pays qui tiendrait ses promesses de 20% d'objectifs de renouvelables d'ici 2020 serait l'Allemagne. Et que la Grande-Bretagne passerait sans doute au gaz comme étant la solution, comme vous venez de le dire, pour les États-Unis. Et la crainte est effectivement que les gens estiment que ça soit plus efficace et donc du coup le problème de l'environnement est résolu. Le silicium coûte à peu près $1 par kilowatt installé. En d'autres termes, que pour 1 kilowatt, vous payez $1000. Le prix du silicium est, dans des endroits tels que l'Espagne et d'autres régions du monde où il y a beaucoup de lumière solaire, apporte un rendement d'ici 2 ans à peu près, sans subvention. Évidemment, il y a des subventions, mais ces subventions existent aussi dans le nucléaire. Mais sans subvention, le silicium pourrait produire l'électricité à peu près au même prix que celui que l'on paye pour l'énergie à génération thermique. Donc, ça devrait fonctionner, mais les gouvernements devront investir. Et s'ils ne le font pas, je crains que la voie que vous en dessiniez ne soit celle qui soit empruntée. J'ai une question à propos des types d'énergie solaire. Comment les panneaux photovoltaïques se comportent-ils par rapport à une approche beaucoup plus simple de l'énergie solaire qui serait l'utilisation de lentilles réfléchissantes qui feraient bouillir de l'eau? Voilà une question qui a été très abondamment discutée en Australie. Le thermique solaire, par exemple, une énorme chaudière chauffée par le soleil serait une manière très compétitive de fournir de l'énergie. Le seul problème de tout cela, c'est que rien de ceci ne fonctionne si le soleil ne brille pas. Je ne crois pas que le problème des capaciteurs ait été résolu ici en Suisse, par exemple, on utilise l'énergie nucléaire, mais d'après moi, le problème de capacité de stockage, même si l'essentiel de l'énergie est requise pendant la journée où le soleil brille normalement, ce problème n'a toujours pas été résolu. Mais ça ne résout pas les questions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je me suis concentré sur les cellules au silicium extrêmement efficaces ou la génération d'eau chaude pour faire avancer des dispositifs électriques. C'est une évolution tout à fait intéressante. Une question connexe. Quelqu'un dit, est-ce que la concurrence en Afrique avec le projet Desertec, je ne sais pas si c'est la même technologie d'ailleurs, je crois que c'est la technologie qui consiste à faire venir l'énergie d'Afrique du Nord vers l'Europe. Il y a aussi un certain nombre de sociétés qui produisent du photovoltaïque organique qui n'ont tout simplement pas de marché et qui souhaiteraient fournir de l'énergie solaire dans les pays en développement. Dans de nombreux pays en développement, donc, il n'y a tout simplement pas suffisamment d'énergie pour l'éclairage la nuit. Et donc, la fourniture de cellules solaires bon marché en plastique permettant d'obtenir de la lumière pour simplement s'éclairer le soir, ce serait un projet déjà très intéressant. Et cette technologie-ci est probablement déjà suffisamment bonne pour fonctionner dans un marché de ce type, même alors que les rendements sont faibles. Quelqu'un a repris ce que je disais au début. Si vous avez besoin de plastique, ce ne sera plus réalisable s'il n'y a plus de pétrole. Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous consacrer à des produits chimiques plus fins. Mais il y a des technologies syngas où on peut produire à partir d'autres combustibles fossiles. On produit du méthane et ensuite des produits chimiques fins sur cette base. C'est ce qui a été effectué en Afrique du Sud ainsi qu'en Allemagne. On peut donc utiliser les combustibles fossiles pour réaliser les produits chimiques, mais le pétrole, c'est quand même mieux. Quelle est la durée de vie de ces cellules photovoltaïques? La durée de vie est mauvaise. Nous travaillons d'arrache-pied sur toutes les cellules que je vous ai montrées qui sont encapsulées. En fait, je peux vous le montrer. Même ça, c'est un emballage de cacahuètes. Donc, certains produits alimentaires sont déjà protégés de l'oxygène. Ça, c'est de l'aluminium déposé sur un film de polymère, tout simplement.
Donc ça ne suffit pas pour les cellules solaires. Je vais répondre à la question dans un instant, ne vous inquiétez pas, parce que les propriétés électriques ne sont pas suffisamment bonnes et il n'y a pas suffisamment de marché. Le problème, c'est que c'est très onéreux. Il y a des composantes les plus onéreuses dans notre projet. C'est le matériau barrière pour l'encapsulation. À l'heure actuelle, nous effectuons des études sur la durée de vie de ces produits et il y a des durées de vie de plusieurs mois dans des conditions d'intempéries normales, 50-60 degrés Celsius, 50-60% d'humidité. C'est une durée de vie accélérée, bien sûr, à cause des conditions. Mais Heliotank a une durée de vie de 2 ans. Dans les meilleures cellules, évidemment, par accéléré, mais réel. Les tests d'accélération sont donc bons pour déterminer combien de temps ça dure réellement. Nos cellules ne durent pas très longtemps, c'est vrai, mais nous travaillons et nous faisons un travail que beaucoup d'autres ne font pas sur les matériaux de barrière. C'est un domaine très important. Mais ça n'est pas vraiment le genre de projet qui suscite beaucoup d'enthousiasme auprès des doctorants en chimie, parce que c'est de la science appliquée. Ça devrait plutôt être fait par des institutions du gouvernement. Je termine en disant que le polymère émettant de la lumière que nous avons vu tout à l'heure... Ah non, je ne voulais pas montrer, excusez-moi. Celui-ci a été réalisé par l'État de Floride. Lorsque cette technologie a été mise au point, nous avons montré au doyen la technologie. Je me souviens qu'il a dit « Ah, ça c'est très intéressant ». Je savais qu'il n'y avait déjà plus de lumière au moment où il le regardait. Donc, le premier polymère à émission de lumière durait quelques secondes seulement. Aujourd'hui, avec une fabrication, une purification tout à fait soigneuse, les technologies de salle blanche, etc., les durées de vie sont des centaines de milliers d'heures. Donc, l'encapsulation va certainement nous prolonger la durée de vie. De quelle manière pourrait-on combiner les matériaux aqua et les cellules solaires imprimées? Moi, j'aimerais beaucoup mettre en place une collaboration avec le professeur Haïda. La question intéressante est de savoir s'il serait possible de rendre ces matériaux semi-conducteurs. Il y a quelques années, on m'a parlé au Japon de technologie à écran pliant. Est-ce que c'est encore une option? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Écoutez, j'ai juste la question, je ne peux pas vous l'expliquer. Alors, si ça veut dire des écrans qui se déroulent, oui, en fin de compte, probablement des écrans souples, sans doute. Mais pour l'instant, ça n'est absolument pas sur le marché. C'est probablement la vision de toutes les entreprises en question, avec des affichages luminescents flexibles. Bien. Encore un mot? Vous avez sans doute constaté que nous avons entendu de l'anglais version américaine, version anglaise, version australienne. Eh bien, je remercie les interprètes. Merci à vous. Nous allons nous arrêter là et demain, nous pénétrerons dans le monde des plus petites machines que vous ayez jamais vues avec le professeur David Lee. Ce sera également fort intéressant, comme ce soir, comme hier, comme lundi. Donc, je vous donne rendez-vous demain.